Bonjour à tous, je m'appelle Marie Varou et aujourd'hui je vais vous parler de ma thèse sur le fonctionnement d'une population de chiroptères à plusieurs échelles spatio-temporelles en lien avec la structure paysagère et les modifications anthropiques. Je suis en deuxième année de thèse sous la direction de Dominique Pontier et de David Pinault au laboratoire de biométrie et de biologie évolutive à Lyon. Donc, qui sont les chiroptères? Eh bien, ce sont tout simplement les chauves-souris. Ce sont des espèces emblématiques, très peu connues, source de fantasmes et de croyances, et qui ont souvent mauvaise réputation. Et c'est notamment le cas depuis qu'elles sont de nouveau sous le phare des projecteurs avec le coronavirus. Mais qui sont-elles vraiment? Avec 1400 espèces dans le monde, soit un quart des mammifères, il y a également 34 espèces en France, et bien ce sont les seuls mammifères volants. Certaines espèces sont capables d'écolocation, d'autres de migration plus ou moins grande, et elles vivent très longtemps. Elles ont des régimes alimentaires variés et rendent des services à la nature ainsi qu'à nous. Ce sont les services écosystémiques, et par exemple on a la pollinisation ou encore leur utilisation comme la lutte contre les ravageurs dans les cultures. Néanmoins, leur état de conservation est défavorable, mais avec toutes ces caractéristiques remarquables, elles sont utilisées comme des sentinelles écologiques, c'est-à-dire qu'elles vont servir d'indicateurs pour les changements de l'environnement et donc pour les espèces et les habitats. Néanmoins, il y a de grandes menaces qui pèsent sur les chauves-souris. En France, par exemple, avec l'urbanisation, la fragmentation, l'artificialisation des sols ou les grandes infrastructures telles que les éoliennes et les autoroutes. Et tout ça, ça donne lieu à des initiatives qui sont à l'interface entre sciences théoriques et sciences appliquées, qui lient laboratoires de recherche et associations naturalistes. C'est le cas du projet Grand Rhino dans lequel s'insère ma thèse. Donc Grand Rhino pour Grand Rhinolophe, c'est l'espèce de chauve-souris que j'étudie. Donc c'est une petite espèce, mais l'une des plus grandes en Europe, et son aire de répartition va de l'ouest de l'Europe jusqu'en Asie. Elle vit à peu près 15 ans, elle est insectivore et se déplace dans les milieux agricoles et forestiers grâce à l'écholocation, ce qui lui permet également d'identifier et de localiser ses proies. L'hiver, elle hiberne dans des lieux avec un fort taux d'humidité, donc tels que les grottes, où on peut les retrouver par milliers. Et puis ensuite, elle va entamer une période de transit pour aller se mettre dans les sites de mise bas en été, où on retrouvera les femelles ainsi que les juvéniles de l'année. Ils sont retrouvés en plus petit nombre et dans les bâtis humains, on dit que cette espèce est anthropophile. On peut suivre cette espèce en Nouvelle-Aquitaine grâce à tous ces sites, donc avec en vert les sites de maternité et en bleu les sites d'hibernation. Et dans le cadre de ce projet, la première phase a consisté à étudier les mouvements de cette espèce d'un point de vue génétique. Or, il s'avère qu'il existe une seule et même population. On n'a pas réussi à sous-diviser la population en plusieurs. Donc, ça veut dire que les individus bougent beaucoup, qu'il y a un énorme brassage génétique. Et ça peut être plutôt paradoxal parce qu'on sait qu'elle est sensible à la connectivité paysagère et du coup qu'elle peut avoir des difficultés à circuler avec les menaces qui pèsent sur elle, comme la fragmentation des habitats. On a donc besoin de passer à une autre échelle, de changer d'outil et de regarder ce qui se passe d'un point de vue individuel. Et pour ça, on utilise du coup le transpondage. On va marquer les individus en été dans les sites de maternité, donc les femelles et les juvéniles, ce qui va nous permettre de les suivre tout au long de leur vie grâce à cette petite puce. Et donc on va pouvoir recapturer les individus en été lorsqu'on les recapture physiquement. Ensuite, tout au long de l'année, grâce aux antennes automatiques, car lorsque l'individu va passer au travers d'une antenne, on va avoir une donnée. Et puis ensuite, une fois par an, dans les contrôles hivernaux, lorsqu'on va aller compter les chauves-souris, mais également lire leurs puces. Donc depuis 2015, plus de 6000 individus sont suivis et la base de données ne fait que de grandir. Et du coup, grâce à ces données individuelles, je vais avoir accès à différentes données telles que la survie ou encore la fidélité au site. Et ça, on va pouvoir répondre à plusieurs questions qui restent en suspens et qui font partie des différents axes de ma thèse. Donc avec notamment notre suivi dérange-t-il les individus ? Comment les grands rhinolophes utilisent le paysage pour se déplacer ? Quels sont les paramètres de la dynamique de population ? Et à quelle distance et vers où se déplacent-ils ?
Donc, le projet Grand Rhino, c'est un projet à long terme donc de suivi de chauves-souris et l'intérêt crucial pour le succès de ces études se trouve dans la reconnaissance et la permanence des marques pour pouvoir identifier l'individu tout au long de sa vie. J'ai réalisé une analyse bibliographique sur ces différentes méthodes et j'ai pu remarquer qu'il y avait vraiment un gros manque au niveau des impacts. Et donc, au cours de ma première année de thèse, j'ai pu quantifier l'impact de nos manipulations, de la capture, de la présence de pièges. Donc là, par exemple, vous avez le piège et ensuite les antennes automatiques dont je vous ai parlé. Et puis finalement aussi le transpondage, sans pouvoir dissocier ces différents effets. Et donc on peut supposer que ce dérangement va impliquer par exemple une sortie beaucoup plus tardive ou encore un abandon des sites. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on a remarqué. Là, par exemple, ici, avec l'heure de sortie pour les individus après le coucher du soleil, ce qu'on remarque, c'est donc à ce jour-là un fort décalage de l'heure de sortie qui est notamment lié à juste la présence du piège qui dissuade les individus. Mais ensuite, on remarque un retour à la normale très rapide. Donc, on a vraiment un effet à court terme. De plus, on n'a eu aucun phénomène de désertion de site, ça veut dire que les individus n'ont pas abandonné les sites de maternité. Et tout ça, ça nous permet d'obtenir un ratio coût-bénéfice positif de notre étude, tant pour le bien-être animal que pour la qualité scientifique de nos données. Et dans la région où on suit ces chauves-souris, on peut remarquer qu'on a des points de départ et des points d'arrivée, donc qui correspondent aux sites de maternité et des sites d'hibernation. Mais on ne sait pas par où les individus passent lorsqu'ils vont changer de site, parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas de petits outils, par exemple, tels des GPS. Et du coup, pour ça, on va utiliser la modélisation et la validation par le terrain, parce qu'il peut exister des échanges entre ces sites. Et prochainement, je vais m'intéresser à quels sont ces échanges. Est-ce qu'il existe des échanges prioritaires, des échanges qui sont favorisés? Est-ce que, par exemple, des sites de maternité sont associés à un seul site d'hibernation ou inversement? Et du coup, en termes de modélisation, on connaît les habitats de chasse et les règles de déplacement autour des sites de maternité. Elle a été extrapolée ici à l'échelle régionale. On retrouve nos sites de maternité en vert et nos sites d'hibernation en rouge. Et donc, elle nous permet d'avoir une idée des principaux corridors, les autoroutes naturelles qu'empruntent les grands rhinolophes pour se déplacer. Donc, ça correspond à finalement la connexion entre les éléments du paysage et donc finalement aussi entre les sites de maternité et d'hibernation. Donc, comme il s'agit d'une modélisation, on se demande est-ce que réellement les contraintes liées à la chasse sont les mêmes que lorsque les individus se déplacent de manière saisonnière entre les sites d'hibernation et de maternité? Est-ce qu'ils utilisent les mêmes capacités pour se déplacer à plus large échelle? Et donc pour ça, on a tout d'abord identifié les grands corridors, donc comme par exemple ici, et puis ensuite on est allé placer des points pour avoir un échantillonnage représentatif des valeurs de connectivité. Donc nous sommes allés sur le terrain, on a posé des enregistreurs sur chacun de ces points qui nous permettent du coup d'obtenir les enregistrements et de savoir si un grand rhinolophe est passé par ce point. Donc, durant 9 nuits, on a échantillonné 32 corridors, ce qui représente 241 points et énormément d'enregistrements. Donc, pour ça, on a tout d'abord utilisé un logiciel de traitement acoustique pour faire un pré-tri. On est ensuite allé vérifier manuellement chacun des enregistrements. Et puis, finalement, ce qu'on a obtenu, c'est que la probabilité de passage d'un grand rhinolophe augmente avec la connectivité. Donc, on peut supposer qu'ils utilisent les mêmes capacités pour se déplacer localement, pour chasser, que lorsqu'ils vont migrer de manière saisonnière entre les sites de maternité et d'hibernation. Puis finalement, grâce aux données de suivi individuel, les parties que je n'ai pas encore abordées dans ma thèse vont me permettre d'analyser la survie des individus, la fidélité au site, mais également la dispersion natale, donc entre le site de naissance et de première reproduction, et la dispersion de reproduction, la distance entre deux sites de reproduction si l'individu changeait de site. Et ça, je vais pouvoir l'analyser en fonction du sexe, de l'âge, des conditions météorologiques ou encore de la qualité des habitats. Finalement, en répondant à ces différentes questions sur le grand rhinolophe, on va en apprendre plus sur les espèces mobiles dans le temps et dans l'espace qui sont impactées par les activités humaines et ça va permettre également potentiellement d'améliorer la conservation de cette espèce en apportant des mesures de gestion appliquées.
Je vous remercie de votre attention et je remercie également toutes les personnes qui me prennent part à ce projet, car une thèse, ce n'est pas forcément solitaire, c'est aussi un gros travail d'équipe. Voilà, merci à tous.